Donc après l'atelier maths solo, nous allons nous diriger vers un autre atelier, certainement l'atelier Topoto, où nous allons voir comment les gens font la robotique et également le codage. Donc nous nous dirigeons vers cet atelier qui se situe à l'entrée du studio. Bonjour. Vous appelez comment? Eliman Diouf. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Nous fabriquons un robot marchand. Un robot? Vous êtes en train de fabriquer un robot avec des éléments très rudimentaires. Donc quels sont les différents matériaux que vous êtes en train d'utiliser pour fabriquer ce robot? Et nous allons besoin, premièrement, des couteaux, règles, crayons. Oui, et cette matière dont je ne sais pas le nom. Donc c'est votre première fois? Oui. Donc est-ce qu'on vous a expliqué un peu le principe, comment ça se passe? Est-ce que ça vous paraît simple de fabriquer un robot? Parce qu'un robot quand même, c'est pas une mince affaire. Ça paraît un peu difficile, disons, parce qu'il y a des calculs, des découpages. Et si un élève comme moi, nul en calcul, il va être difficile pour lui de fabriquer. Mais c'est quand même un peu scientifique parce que ça permet de développer la capacité de l'élève. Ça va permettre aussi d'apprendre à l'élève d'avoir ses propres innovations, de mieux avoir des créations. Parce que moi, je n'avais jamais entendu ça. Fabriquer un robot marchand avec de notre matière, c'est extraordinaire. Donc, on va suivre l'évolution pour voir à la fin qu'est-ce que vous allez nous produire. On va un peu interroger celui qui est en train de leur montrer comment faire pour qu'ils nous en apprennent davantage, parce que quand même c'est assez dingue, c'est assez surprenant de voir des élèves de cet âge-là fabriquer des robots et avec des matériaux que l'on voit dans la vie de tous les jours. Monsieur qui est en train d'encadrer les élèves va nous en dire davantage. Bonjour monsieur, vous appelez comment? Bonjour, je m'appelle Alassane Bay, donc je suis coach à Espace Topoto. Donc aujourd'hui nous sommes venus pour présenter les enfants ce que c'est la robotique. Donc on va les initier à la robotique de base, au mécanisme de base, c'est-à-dire on fait un prototype qui n'est pas du tout compliqué, on utilise juste la mécanique simple pour pouvoir programmer ça. Donc c'est ce qu'on veut faire, réaliser, c'est un robot marchand. Donc on le réalise à partir de matériaux de récupération, tout est recyclé. Ça c'est du polystyrène, ça c'est un dynamo, ça c'est des baguettes à brochette. Les baguettes comme ça, donc on les utilise, on découpe, on fait des mesures pour après avoir cela. Donc on est en train de faire les mesures, donc après ça reste l'assemblage en tout. Voilà. C'est un exercice à la portée de tout le monde. Il faut avoir quel âge pour pouvoir prétendre fabriquer un robot? Voilà, il faut avoir au minimum 6 ans. Là, 6 ans c'est bon pour pouvoir, parce qu'on utilise des objets un peu tranchants, donc c'est pour les petits âges, c'est un peu dangereux, c'est un peu risqué. Donc c'est ça, c'est pas compliqué. Le matériau aussi n'est pas compliqué. Voilà, c'est ça. On va repasser tout à l'heure, une fois que vous aurez avancé dans la fabrication, pour voir ce que vous allez nous produire. Sur Téléécole, vous avez fait certainement le tour des différents ateliers et vous avez vu les enfants, les élèves à l'œuvre. Qu'est-ce que vous avez comme première impression? Les impressions sont très bonnes. Là, on est dans l'espace Imagination Africa. Donc, on constate que les enfants, enfin les plus jeunes en tout cas, qui sont présents ici, libèrent leur imagination et sont en train de faire preuve de créativité. Je vois des artistes en herbe, mais surtout des gens qui sont déjà très autonomes dans la conception. Il faut imaginer tout de suite quelques futurs architectes en herbe, des artistes, mais aussi peut-être des ingénieurs. Donc c'est super ce qu'on voit ici. Et un certain nombre de travail est en train d'être fait, en plus de développement des infrastructures. Le ministère a décidé de jouer sur ces deux leviers. Le levier des infrastructures
parce qu'il en faut des espaces où on promouvoit la culture scientifique. C'est la Cité du Savoir, avec bien entendu des espaces de recherche, des universités, mais aussi des espaces de promotion de culture scientifique, avec la médiathèque, la Maison de la Science, planétarium, arboretum, etc., etc. Et aussi les politiques. Il faut quand même que tout ça soit organisé, des stratégies. Et ça, la direction de la promotion de la culture scientifique travaille là-dessus. Et en étroite collaboration avec l'éducation nationale, qui a aussi décidé de faire de telle sorte que les politiques au sein du ministère accompagnent fortement ce développement des sciences et technologies au sein bien sûr du système éducatif sénégalais, et pour pouvoir donc faire très rapidement balancer, comment dirais-je, renverser cette tendance dont j'ai parlé tout à l'heure. Dans ces politiques-là, et parmi les activités que nous menons, on a les mercredis de la science. Donc, les mercredis de la science, vous l'avez dit, on est encore en phase test. Donc il y a une première phase qu'on a organisée au lycée Seydou Nourou Tall. Il y a eu beaucoup de succès avec des... C'était pas attendu, hein. C'était pas attendu que très rapidement que les gens répondent à l'appel. Ça a été le cas. Il y a eu beaucoup de surprises, des associations, donc les différents partenaires qui ont répondu, qui ont tous contribué, parce que c'est des passionnés, parce qu'il en faut pour faire un travail de cette envergure, et pour changer les choses de façon profonde et radicale, il faut des gens déterminés. Et aujourd'hui, cette activité, grâce à Téléécole, le promoteur, le DG, qui a rencontré la directrice, et très rapidement, on s'est dit qu'on va aussi organiser une phase test. Voilà, tout cela pour préparer, être sûr que la mayonnaise tient. Et bien entendu, nous souhaitons que dans peu de temps, lorsqu'elle sera rodée, que les deux ministres enseignement supérieur et éducation procèdent au lancement de l'activité, et que qu'on puisse la pérenniser. Mais en tout cas, nous sommes très ravis et presque surpris de l'engouement autour, et aussi de la contribution volontaire des associations, des partenaires, dont même des structures de l'université. Toutes les universités sénégalaises sont prêtes à accompagner. L'UVS est présente aujourd'hui, vous l'avez vu. Et les associations aussi sont là, les structures qui font la culture scientifique, je ne vais pas citer pour ne pas oublier certains, sont tous là. Et voilà, et vous avez vu, séance tenante, des écoles qui viennent vers nous, des lycées, pour se proposer à accueillir. Voilà, il y a une autre activité qui va bientôt venir, c'est le concours robotique. Celle-là, elle va arriver à sa troisième édition au mois de juillet. Une dernière question, peut-être une question colle, parce qu'il y en a certains qui craignent que cela n'arrive, c'est que les sciences prennent le dessus sur l'humanité. Qu'on arrive à un monde où tout sera froid, parce que tout sera dominé par les sciences, par les robots, et que l'humain perde sa place dans ce monde-là. Donc, comme le disaient les anciens philosophes, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Quel message vous pouvez lancer par rapport à cela, pour rassurer déjà, et également pour inciter les gens à aller sur le droit chemin? Bien entendu, il y a une dimension philosophique, je dirais même épistémologique dans ce que vous venez de dire. Je crois qu'il n'y a pas de risque. Il faut considérer qu'il n'y a pas de risque. On a vu les progrès immenses que la science et la technologie ont permis à l'humanité. La machine à vapeur, bien sûr, il y a eu aujourd'hui des trains à grande vitesse, on a des avions supersoniques, on a des téléphones portables, donc les communications facilitées. Je parlais tout à l'heure de robotique, d'intelligence artificielle, qui peut-être est aujourd'hui parmi les sciences émergentes celle qui fait le plus peur. Certains ont imaginé que demain on pourra faire des robots qui vont détruire finalement l'humain. Mais bien entendu, tout ça est encadré. Il y a eu effectivement des découvertes scientifiques qui ont pu causer du tort. Mais au bilan, on est tous d'accord que l'humanité et le monde n'auraient pas été vivables et permettre à l'homme de se multiplier et de vivre en équilibre s'il n'y avait pas la science et la technologie. C'est en tout cas très difficile en étant dans le nombre, avec le nombre actuel de personnes sur Terre. Et pour le futur, ce sera pareil. On va être de plus en plus nombreux partout. On aura besoin de plus en plus de ressources. Et donc, il faudra que la science nous aide à régler tout cela. À comment vivre ensemble,
à améliorer la qualité de vie, le cadre de vie, etc. Donc c'est la science au service du développement et au service de l'humain. De l'humain. Et tout le monde, en tout cas parmi les plus optimistes, imagine, je pense que ça va plutôt permettre aux hommes de se décharger des tâches difficiles. Ça a été le cas aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de pénibilité dans l'emploi, mais se consacrer peut-être à ce qui caractérise fondamentalement l'homme, donc à faire œuvre de créativité artistique, développement culturel et profiter aussi de leur spiritualité. Voilà. Merci à vous. Voilà. Et donc, on vous souhaite une bonne suite pour la visite que vous allez effectuer. J'espère que les élèves vont nous produire vraiment de belles choses. Et je n'en doute pas, en fait, vu ce que j'ai eu à constater jusqu'à présent. Et nous allons continuer, nous, de notre côté, à faire le tour des ateliers pour voir qu'est-ce que les élèves sont en train de nous préparer.